Moi, j'écoute toujours Radio Clédou 101.2. Alors, qu'est-ce que vous attendez? C'est Radio Clédou? Yes, I. Rastafari, Tiken Jaffa Koli. Ils ont partagé le monde. Rien ne m'étonne. Rien ne m'étonne. Les sports, les infos, la musique, l'actualité, de tout amuser et servir à chaud pour vous sur Radio Clédou. Radio Clédou, le journal, avec Sotelma Malitaï. Mesdames et messieurs, fidèles auditeurs, rebonjour à vous tous et bienvenue à chacun de vous, quel que soit le moment, le pays, le continent, quelle que soit l'heure où vous écoutez ma voix, vous avez fait le choix, c'est Clédou, c'est la matinale. C'est bon pour le mental, l'extract bonheur qu'on se réveille le matin de bonheur, pour vous apporter le bonheur sans jeu de mots, qu'Allah bénisse le Mali, que vous soyez parmi les chanceux et les heureux de ce matin, vous qui allez suivre le journal, une présentation de Moussa Papa Abdoulaye Aïdara. Moussa Papa, bonjour. Bonjour Abdoulaye Ondane, bonjour à toutes et à tous. À la une de l'actualité de ce lundi 10 décembre, la marche dispersée de l'opposition malienne par les forces de l'ordre ce week-end. Par des gaz lacrymogènes, les leaders de l'opposition n'ont pu se regrouper. Pour autant, c'est un violent affrontement qui a opposé manifestants et agents de forces de l'ordre dans le grand marché de Bamako. Les détails dans le début de ce journal. On évoquera également la rencontre des journalistes d'investigation ouest-africains à Niamey. Il s'agit de renforcer leurs capacités en matière de couverture des attaques terroristes. Journée mondiale des droits de l'homme, Amnesty International est optimiste sur la situation des droits de l'homme en Afrique. Cette année, la journée internationale des droits de l'homme coïncide avec les 70 ans de la Déclaration universelle des droits de l'homme ce 10 décembre. Et puis, affaire Gilets jaunes en France, le président français Emmanuel Macron va s'adresser à la nation ce lundi. Avant cela, il recevra élus et partenaires sociaux à l'Élysée. Il devra annoncer à cette occasion de nouvelles mesures. Et à suivre le grand format de cette édition sur l'utilisation abusive du téléphone et des réseaux sociaux qui risqueraient de briser certains foyers. Soyez les bienvenus dans cette première édition en marche de l'opposition malienne ce week-end. Le grand marché de Bamako a été le théâtre d'affrontements violents entre manifestants et agents de force de l'ordre. Malgré un arrêté de gouvernorat du district de Bamako interdisant la marche de l'opposition, les manifestants ont tout de même tenté de se regrouper à la place de la Liberté, encadrés par un important dispositif de sécurité. Comme il fallait s'y attendre, les deux parties ont joué au chat et à la souris à travers une bataille rangée digne d'une guérilla urbaine en plein cœur du grand marché de Bamako. Les accès à la place de la Liberté, au monument de l'indépendance, à la bourse du travail ou encore à l'Assemblée nationale étaient bloqués à la circulation. Mahamadou Kane était sur place. Repoussés jusque dans leur dernier retranchement, les manifestants se sont repliés au grand marché de Bamako, une stratégie tactique qui n'était pas du goût des commerçants, dont beaucoup ont dû fermer boutique, craignant pour leur vie et pour leurs marchandises, à l'image de Djene Doumbia. Nous sommes des commerçants, donc nous vivons au jour le jour pour subvenir aux besoins de nos familles, dit-elle. Nous n'avons aucunement besoin de ces affrontements, conclut-elle. Djigui Kouyaté est également commerçant au grand marché de Bamako. Il trouve regrettable que les agents chargés du maintien d'ordre puissent sans discernement tirer des gaz lacrymogènes en direction de tout le monde. Pneus brûlés à plusieurs endroits entre la place de la Liberté et le grand marché de Bamako et jet de pierre à l'endroit des agents des forces de maintien d'ordre qui ont fait usage des gaz lacrymogènes. Un mode opératoire classique pour les quelques manifestants de l'opposition déterminés à jouir de leurs droits de marche. Sidi Touré était membre du Front pour la sauvegarde de la démocratie FSD. Marcher est un droit en République du Mali. Ibrahim Boubacar Keïta et son gouvernement veulent maintenir les Maliens dans la dictature. Nous ne sommes pas d'accord, on va se battre jusqu'au bout. Voilà le sens de notre combat. Un combat qui ne se gagnera pas dans les affrontements entre pouvoir en place et opposition. C'est ce que pense Maï Keïta, maire au foyer. Il faut que les politiques s'asseyent. Le Mali, ce n'est pas une question d'intérêt. On n'est plus dans ce tank-là. On est aux questions du patriotisme. Le Mali avant tout. D'après nos informations, à l'issue de cette marche interdite de l'opposition,
4 manifestants ont été arrêtés et seraient au niveau du commissariat du 3e arrondissement de Bamako. Quant à Dolo Aminata Diabaté, fille de l'ancien ministre Maître Amirou Diabaté, elle a été violemment tabassée par les agents des forces de l'ordre pour avoir proféré des insultes à l'endroit du chef de l'État, le président Ibrahim Boubacar Keïta. Et justement, pour le porte-parole du CDR, Collectif pour la défense de la République, le régime d'Ibrahim Boubacar Keïta est, je cite, à bout de souffle, d'où l'interdiction de la marche de l'opposition du week-end. Nous vous proposons d'écouter Mohamed Youssouf Batili, a dit à Rasbach. C'est de la panique, ils jouent leur survie. Parce que ils ont vendu à l'international qu'ils ont récupéré la maîtrise de la stabilité, de la gouvernance, et que la population adhère à la gouvernance de IBK à travers Boubei. Et donc Boubei a vendu cette image de lui qui a réussi à convaincre l'opinion à travers les résultats de ses politiques. Or aujourd'hui, le peuple sort pourquoi? Contre la cherté de la vie. Donc s'il y avait résultat, il n'y aurait pas eu cette marche. Le peuple sort pour dénoncer le projet de découpage territorial. Donc s'il y avait un résultat de climat social, de concertation, le peuple ne serait pas sorti. L'insécurité, tout ça. Donc la marche serait une vitrine permettant à l'opinion internationale de voir si réellement ce qu'on leur a dit de stabilité, de progrès est réel ou pas. Donc il faut empêcher l'extérieur de vérifier ce qu'eux ils leur ont donné comme version. C'est ce qui implique la panique là. Donc c'est pourquoi je dis que c'est un arrêté qui traduit l'état de nerfs. C'est une victoire psychologique pour les FSD, COFOP, le CDR et tout ce qui veulent marcher ces 2 jours-là, parce que nous avons réussi à leur infliger par notre constance à sortir quelque chose qui en soi suffit comme preuve matérielle pour balayer tout ce qu'ils ont vendu d'illusion. À l'instant, donc, au micro de Mahamadou Khan, Youssouf Boachili dit à Rasbach, il est le porte-parole du collectif pour la défense de la République. Et selon nos sources, il est prévu demain, mardi, une autre marche. C'est le mouvement Tarataoulé qui prévoit de descendre dans les rues pour réclamer la baisse du prix du carburant. Le même jour, une quarantaine d'organisations de la société civile malienne, dont l'AMDH, comptent marcher également pour dire non à la loi d'entente nationale. Eux aussi ont battu le pavé, on en parle juste après la transition. Le week-end a été marqué à Ségou, dans la 4e région, par le lancement des activités de 16 jours d'activisme contre les violences faites aux femmes et aux jeunes filles. C'est à travers une marche et la lecture d'un mémorandum que le gouverneur de la région et les partenaires techniques et financiers ont donné le top départ des activités. Reportage Yapene Djenebadolo. À Ségou, il s'agissait de sensibiliser les communautés et les décideurs à plus d'action contre les violences basées sur le genre. Cheikh Beroum, représentant FENUAP. 0 mariage des enfants, 0 mutilation génitale féminine, 0 grossesse non désirée, 0 VIH-Sida chez les jeunes, 0 violence sexuelle. Les jeunes font un plaidoyer fort pour que toutes les jeunes filles soient scolarisées et restent à l'école jusqu'à l'université. Les jeunes filles veulent garder leur dignité, jouir des droits humains consacrés. Tous d'orange vertu, les 2000 jeunes de Ségou ont interpellé sur les pratiques néfastes. Ourekia Sidibé, porte-parole des jeunes leaders de Ségou. Nous, jeunes de Ségou, avons décidé cette marche pour non seulement remettre ouvertement cette question si brûlante et épineuse au devant de la scène, à la connaissance de toute la population, mais aussi interpeller tous les leaders. C'est pour signifier que nous sommes avec nos mères et sœurs, si l'on sait que la fille d'aujourd'hui est la mère de demain. Après avoir reçu le mémorandum des jeunes, le gouverneur Bramou Sissoko s'est engagé. Je m'engage à faire bonne lecture et bon usage du document que vous venez de me remettre. Je comprends bien la symbolique et mesure sa portée. Je me fais d'ores et déjà le devoir d'interpeller tous les acteurs de la région de Ségou et en appel à l'urgence d'agir dans une plus grande synergie d'action. Tous à Ségou sont désormais engagés à mettre fin aux violences à l'égard des femmes et des filles. De Ségou, Yapene Djenebadolo pour la radio Clédou. L'un des titres de ce journal, plusieurs journalistes d'investigation ouest-africains sont actuellement en conclave à Niamey au Niger. Ils planchent sur la question justement du journalisme d'investigation dans la zone. Les débats sont dominés par la situation sécuritaire dans le Sahel et les difficultés liées à la couverture des attaques terroristes. Kassim Traoré est notre envoyé spécial.
Les premiers jours de la rencontre des journalistes d'investigation ont été marqués par les témoignages sur la crise sécuritaire. L'immensité de l'espace géographique du Sahel rend la lutte difficile. Comment mieux couvrir les attaques terroristes? La question a été traitée par Ibrahim Moussa du Niger. Généralement, pour les experts, ce qui a été conseillé aux journalistes, c'est d'essayer de voir comment est-ce qu'il faut approcher une situation d'attaque terroriste quand elle se présente. Parce que seul le savoir, de manière inconsciente, les médias ont pendant longtemps joué le jeu du terroriste. Dès qu'une attaque intervienne, les médias traditionnels relayent des informations qui, en réalité, au lieu de servir les terroristes, les gens, sans le savoir, ont joué le jeu. Les enjeux géostratégiques du Sahel font que plusieurs acteurs y interviennent. Les pays africains, mais aussi les puissances internationales. Professeur Issoufou Yaya du Niger. Aujourd'hui, c'est une course mondiale pour l'énergie. Eh bien, les meilleures sources d'énergie, elles sont au Sahel. Aujourd'hui, les ressources minérales, c'est au Sahel qu'on les a à moindre frais. Les investissements, presque tout le monde fait un mouvement pour venir au Sahel parce que l'Eldorado, du point de vue stratégique en ce qui concerne les matières premières, c'est le Sahel. Où tout est là à moindre frais avec des dirigeants peu responsables et peu regardants. Si bien que chacun trouve son compte, malheureusement, sauf les Sahéliens. La question de l'équilibre de l'information n'a pas échappé aux journalistes, car il y a avant tout le droit à l'information. Ibrahim Moussa du Niger. Même s'il faut faire l'équilibre de l'information, il faut essayer de prendre dans l'extrait de ce que disent les terroristes ou les djihadistes quelque chose qui doit arranger la communauté, mais pas quelque chose qui va créer la psychose au niveau de la communauté. Les confrères ont dit que les difficultés auxquelles ils sont confrontés, c'est surtout leur propre sécurité. Parce qu'une fois sur le terrain, ils sont vraiment exposés. L'ennemi n'a pas de visage. Selon le colonel-major Ali Mahamadou du Niger, les 2 dernières années, il y a eu 133 morts lors de 80 attaques au Burkina Faso, des milliers de morts au Mali à la même période, tandis que le Niger a enregistré 40 attaques de Boko Haram entre 2015 et 2018. Niamey, Kassim Traoré pour Radio Clédou. Restons sur cette rencontre des journalistes à Niamey. La collecte de l'information est difficile pour certains médias comme les radios communautaires. Kader Touré de la radio Ania du Gao nous donne ici ses impressions. J'ai compris qu'en fait, il y a un problème très sérieux sur la bande sahélienne du moment où ceux qui sont presque à côté des décideurs ne sont pas réellement imprégnés du vrai problème. Sinon, ils sont imprégnés, mais ils posent les problèmes qu'eux-mêmes ils devraient avoir normalement la solution. Et quand on me fait croire que ceux qui sont venus pour nous aider, en fait, sont là pour un autre agenda, là c'est inquiétant. C'est véritablement inquiétant quand on nous fait croire jusqu'à ce niveau-là que ceux qui sont censés venir nous aider pour combattre les groupes terroristes, n'est-ce pas, qui nous empêchent de nous reposer tous les jours, qu'on nous fasse croire que ceux-là ont un autre agenda beaucoup plus stratégique, n'est-ce pas, pour leurs propres intérêts, que de venir sauver les pauvres populations. Je suis très très inquiet. C'est ce que j'ai retenu. Au cas du Mali qui fait frontière avec le Niger, est-ce que la synergie des différentes forces peut faire face aujourd'hui? C'est là le problème. On ne voit absolument rien par rapport à cette synergie des forces pour combattre l'ennemi qui devrait être commun. Et là, un officier supérieur de l'armée nigérienne nous a fait comprendre qu'en fait, les pays même ne se font pas confiance. Les pays sont réticents, n'est-ce pas, à communiquer les uns envers les autres, à faire comprendre les réels problèmes les uns envers les autres. Et tant qu'il n'y a pas confiance entre les deux, la menace reste toujours là et il y aura toujours des difficultés pour combattre l'ennemi. À l'instant donc, Kader Touré de la radio Ania de Gao. Et il est en ce moment 7h14 à Bamako, même heure à Gao. Actualité étrangère à présent, présidentielle en RDC, 2 semaines avant les élections générales en République démocratique du Congo, prévues pour le 23 décembre prochain. Les violences s'invitent dans la campagne électorale. Partisans de l'opposition du pouvoir se sont affrontés sur le terrain ce week-end. Des incidents ont éclaté hier à l'aéroport Kindu dans l'est du pays entre partisans des candidats Martin Fayoulou et Ramazani Chadari à 2 semaines des élections prévues le 23 décembre prochain.
Madagascar, un débat en forme de règlement de compte opposait les deux candidats à la présidentielle hier soir. Les deux anciens chefs d'État et principaux acteurs de la crise de 2009, André Rajoelina et Marc Ravalomanana, se sont livrés à un premier débat télévisé à moins de 2 semaines du second tour de l'élection présidentielle. Les attaques personnelles se sont succédées lors de cette rencontre retransmise à la télévision et à la radio nationale. Je vous l'annonçais dans les titres, Amnesty International optimiste sur la situation des droits de l'homme en Afrique. Cette année, la journée internationale des droits de l'homme coïncide avec les 70 ans de la Déclaration universelle des droits de l'homme ce 10 décembre. L'occasion pour l'ONG Amnesty International de publier son rapport annuel sur la situation des droits des humains dans le monde et notamment sur le continent africain. D'extraordinaires progrès ont été accomplis ces dernières décennies en Afrique, constate l'ONG dans son rapport, mais le combat pour les droits humains est encore loin d'être gagné. L'organisation cite le cas de la République démocratique du Congo où la répression des manifestations pacifiques a fait de nombreux morts et blessés cette année. Et en parlons à présent des Gilets jaunes. Au surlendemain d'une nouvelle journée de mobilisation des Gilets jaunes, le président français Emmanuel Macron va s'adresser à la nation ce lundi. Avant cela, il recevra élus et partenaires sociaux à l'Élysée. Après avoir laissé le Premier ministre Édouard Philippe en première ligne face à la colère des Gilets jaunes, Emmanuel Macron s'apprête à reprendre les choses en main. Le président s'adressera à la nation, a indiqué l'Élysée sans plus de précision. Il ne s'était pas exprimé depuis le 1er décembre à l'issue du sommet du G20 à Buenos Aires. Venons-en à notre grand format du jour. Les réseaux sociaux pourraient être la cause de divorce. Ces applications téléphoniques prennent de jour en jour de l'ampleur dans le milieu social. Ils permettent de se rapprocher, de communiquer, de se distraire, certes, mais ont beaucoup de conséquences néfastes, surtout pour les gens qui sont en couple, vu leur utilisation abusive. Nous en parlons donc avec Mariam Kouyaté. Est-il possible que les réseaux sociaux soient devenus des armes de destruction massive de couples et de relations? Eh oui, possible, nous pouvons l'affirmer. Bien vrai que c'est un moyen de communication, d'information, beaucoup de personnes l'utilisent autrement. Écoutons quelques témoignages. J'avoue qu'aujourd'hui, ça cause un réel problème dans les foyers parce que à cause du téléphone, le contact, ou je dirais la communication entre les couples est maintenant vraiment réduite. Réduite pourquoi? Parce que étant à la maison, madame est occupée avec son téléphone, monsieur est occupé avec son téléphone et on en vient à oublier qu'on a un partenaire avec qui on doit causer. On oublie qu'il y a un partenaire avec qui on doit raconter sa vie. Mais non, on peut faire raconter la vie à des amis qui sont loin. C'est vrai. De la même manière où ça coupe la communication, il y a des choses qui se passent dans les téléphones. Quand madame découvre ce que monsieur est en train de faire avec son téléphone, ça peut briser le foyer. Ça nous crée des problèmes, c'est dû à notre comportement. Donc, et puis encore, il y a des gens qui peuvent rester connectés jusqu'à pendant des heures avancées. Cela a des inconvénients. Il y a des couples qui vraiment arrivent même au divorce avec ces mauvaises pratiques que les gens adoptent avec le téléphone. Ils oublient qu'ils sont là pour vivre ensemble, pour s'entendre, pour qu'il y ait de l'harmonie, quoi. Selon certains internautes, l'utilisation du réseau social est comme un plat appétissant. Quand on y goûte, on ne peut plus s'en passer. En général, les gens le font juste pour quelques minutes. Ça, c'est pour commencer. Ils disent, bon, je prends mon téléphone, je fais quelques minutes, 5 minutes. Ça, c'est quand on commence. Mais dès que tu commences là, tu ne peux plus arrêter. Tu continues. En même temps, ça prend toute ta réflexion, ton imagination, ton esprit, à tel point que tu oublies même que tu as à côté de toi quelqu'un. Donc, tu oublies madame ou tu oublies monsieur. Et souvent, monsieur parle à madame, madame n'entend pas. Ou madame parle à monsieur, monsieur n'entend pas. C'est pas exprès, c'est parce que, alors, ils sont versés dans ça. Ça devient une drogue. Alors, que faire pour ne pas goûter à cette drogue? C'est de se fixer des principes. On se dit peut-être, on est à la maison à 18h, à partir de 20h, personne ne touche son téléphone. Si ce n'est pas peut-être pour des appels. Ce que je propose comme solution, donc, est d'abord, une fois que l'homme est dans le salon, il est ici là avec madame, il doit laisser le portable. Vous devrez être un bon exemple. Alors, vous devrez quand même s'occuper de votre mari et de votre femme et échanger avec elle, discuter avec elle sur
ce qui se passe dans le foyer, dans la maison, voir un peu comment les enfants se sont comportés. Et quand ils rentrent du boulot, ça c'est l'une des premières préoccupations pour tout chef de famille. Parce que la vie de couple, c'est un engagement qu'ils ont pris devant Dieu et devant les hommes. Alors, cette situation ne doit pas être négligée. Alors, ils doivent trouver un terrain d'attente pour, s'ils ne peuvent pas s'en passer du téléphone, qui est devenu un moyen de communication dans ce 21e siècle. Alors, c'est de commun accord qu'ils doivent voir quand est-ce qu'il faut utiliser ces téléphones. Peut-être que cela peut vous sembler exagéré, mais vrai. Les réseaux sociaux utilisés tout au long de la journée et à des heures tardives la nuit pourraient avoir des conséquences désastreuses dans votre foyer. Alors, prenez soin de la personne qui est à vos côtés et souvenez-vous qu'il ne s'agit que de simples divertissements, pas d'une manière de vivre. Tout à fait, Mariam Kouyaté, merci pour ce reportage. Nous faisons à présent un clin d'œil à la météo. Le ciel sera clair à peu nuageux. Le vent sera de composante nord-est d'intensité faible à modérée. La visibilité sera assez bonne. Les températures maximales et minimales prévues pour la journée sont respectivement de 34 et 17 degrés. Il est recommandé de porter des cache-nez contre la poussière. Le soleil s'est levé ce matin à 6h43 minutes. Il est prévu, le coucher du soleil est donc prévu pour 18h05 minutes. C'est la fin de ce journal présenté par Moussa Papaïdara et justement c'est l'avant-dernière édition que je vous ai présentée à suivre le tout dernier journal de Moussa Papaïdara à partir de 13h sur Radio Clédou. Soyez au rendez-vous. La pensée du jour, tout le monde a droit au bonheur mais personne n'a le droit de détruire celui des autres. Mesdames, Messieurs, à très vite. Radio Clédou, le journal avec Sotelma Malitel.